donc bonsoir à tous, à ceux qui sont ici et à ceux qui sont là-bas, loin ou pas loin. Les trois auteurs qui sont réunis ici ont la particularité d'être nés en Afrique, de vivre aujourd'hui en Europe, en France en particulier, d'être écrivains, d'avoir publié leurs livres dans la dernière décennie, peu s'en faut, d'évoquer tous les trois des sujets douloureux, des sujets tabous, des sujets tabous. De l'Afrique au monde, a-t-on intitulé, c'est à la fois un petit peu ce qui se passe ce soir, puisque la rencontre se passe boulevard Raspail, mais elle est retransmise, comme on vient de vous le dire, un petit peu partout dans le monde. Premier invité, Emlé Eboum, qui est né en 1973, c'est inscrit dans tous vos livres, donc je le révèle ne vous excusez pas. À Douala, vous êtes auteur de quatre romans. Le Clan des femmes, c'était en 2010, vous y évoquiez la polygamie. Sidémé a suivi. Sidémé, si vous prenez les 4 premières lettres, vous avez SIDA, SIDA. La thématique était annoncée dans le titre. Les maquisards, ensuite vous êtes allé du côté de l'histoire camerounaise, de l'histoire douloureuse, souvent une histoire cachée. Et puis enfin, et c'est la raison de l'invitation aujourd'hui, ce livre qui vient de sortir, publié aux éditions Gallimard, Les jours viennent et passent. Et Marc-Alexandre Obambé, qui est né en 1976, plus jeune, également à Douala, qui est poète, qui est slameur, qui exerce ce talent-là sous le nom de Capitaine Alexandre, un nom qu'il a emprunté à René Char, c'était son nom durant la guerre, lorsqu'il était résistant. Auteur de recueils de poèmes, je cite quelques titres, ADN, on en parlera tout à l'heure de la signification de ces 3 lettres, c'était en 2008, Le chant, CHANT des possibles, et puis Résidence de la République, et enfin De terre, de mer, d'amour et de feu, et ce dernier était en 2017. Et puis, 2018 et 2020, 2 romans, de registre littéraire, avec un livre qui nous emmène loin du Cameroun, loin de Paris, encore que, et qui s'intitule tout simplement Dien Bien Phu, et qui se passe pour large partie à Dien Bien Phu pendant la guerre d'Indochine. Et puis, le livre pour lequel, là aussi, il est invité aujourd'hui, Autre voyage, cette fois au Maroc, avec ce livre publié aux éditions Kalman Levy, Les Lumières d'Oujda. Enfin, Mohamed Garbsar, je les ai présentés par ordre d'apparition à l'écran littéraire, est né au Sénégal en 1990 pour sa part. Il a publié un premier livre qui s'intitule Terre Sainte, mais Sainte écrit C-E-I-N-T-E, et il était question de la montée islamiste au Sénégal. Silence de cœur, avec un H, cœur, et cette fois il était question de migrants et de la Sicile. Et enfin, ce dernier livre, De purs hommes, qui est publié aux éditions Philippe Ray. Peut-être ma première question, je l'emprunterai, Aimé, si vous me permettez, à la 4e de couverture de votre livre. La première phrase, je la lis. Je me suis longtemps tenu à l'écart de la littérature africaine. Alors, j'aimerais bien que vous réagissiez à cela et que vous nous disiez un petit peu par rapport à ces gros mots, littérature africaine, littérature noire, etc. Négritude, quel est votre sentiment? Comment vous vous situez? C'est une vieille chose, on s'en débarrasse et ça ne vous intéresse pas, ou au contraire, c'est quelque chose qui vous semble encore d'actualité? Emlé. D'abord, je vais commencer par dire merci. Merci à l'Alliance française pour cette invitation. Merci d'être si nombreux. J'ai assisté ces derniers jours à quelques rencontres culturelles et je suis toujours surprise de voir à quel point il y a du monde, en fait. Je crois qu'on s'était tous un peu habitués à une offre culturelle pléthorique et qu'on faisait un petit peu les fiers à la fin. Et d'avoir été obligés de rester chez nous, d'être privés les uns des autres pendant si longtemps, ça nous a un petit peu ramené à l'essentiel. Merci d'être là, merci d'être si nombreux, si diversifiés, ici, ailleurs. Moi, en tout cas, je suis ravie de m'adresser à vous aujourd'hui. Pour en revenir à ta question, est-ce que le questionnement sur la négritude, la littérature africaine, etc., est-ce qu'il a encore d'actualité?
je pense qu'il le restera tant que les lecteurs interrogeront la littérature africaine avec un regard particulier. Ce que le personnage veut dire quand elle dit qu'elle s'est longtemps tenue à l'écart de la littérature africaine, elle explique d'ailleurs dans le livre, c'est de dire qu'elle trouvait que c'était une littérature de combat. Elle avait besoin de livres qui lui parlent d'elle intimement, de la personne qu'elle était, et que là, elle avait l'impression d'être dans des concepts, elle avait l'impression d'être un territoire à conquérir, une lutte à gagner ou perdue, voilà, et que ça ne lui convenait pas tant que ça. Mais la littérature africaine a énormément progressé depuis cette époque-là. Aujourd'hui, il y a une littérature qui existe, on peut l'appeler africaine, ça ne m'amuse pas du tout. Après tout, on dit littérature russe, littérature américaine, après tout, on écrit quelque part, enfin, je ne sais pas. Moi, ça ne m'a jamais posé problème, ça. Mais cette littérature-là, elle propose depuis déjà un moment un récit que moi, je trouve hyper intelligent et sensible et qui explore, en fait, toutes sortes de voies. Il y a quelque chose de très riche qui se dégage de là et qui, voilà, qui va venir, qui peut être interrogé autrement aujourd'hui. On n'est plus forcément... on reste, même quand on reste dans moi, j'ai écrit les maquisards, c'est sur l'histoire du Cameroun, même si on reste sur de gros sujets qui nous touchent et qui nous traversent et qui restent douloureux, en tout cas, il y a un regard, à mon sens, qui est à la fois personnel, intelligent et sensible, qui se développe, quoi. Moi-même, nous qui appartenons à une autre génération, la toute dernière, née en 90, et vous êtes aussi dans le pays du père de la négritude. Ça veut dire quoi? C'est un vieux mot, c'est un mot d'actualité, c'est un mot que vous n'utilisez pas ou au contraire que vous revendiquez? Alors, je ne le revendique pas avec une fierté excessive, en réalité. C'est un mot qui appartient à une époque, qui à une époque a été importante, qui a été nécessaire à une époque, et qui aujourd'hui est peut-être à l'origine de concepts ou d'autres mots, même ceux qui prétendent le renverser d'une certaine manière. C'est peut-être là son importance à la négritude, c'est que même des mouvements aujourd'hui qui s'en écartent, qui le critiquent parfois très durement, reconnaissent tout de même à ce mot son importance. Et pour ma part, de façon plus précise, j'ai publié mes 2 premiers romans chez Présence africaine, qui a été la maison où la négritude a trouvé son origine, finalement, intellectuellement, littérairement. Et c'était une façon pour moi aussi, pas de m'inscrire dans cette filiation-là, parce qu'elle est très prestigieuse et assez écrasante, au fond. Mais c'était une façon, en tout cas, pour moi, comme dit Senghor, le fameux père de la négritude, enfin, l'un des 3 pères, parce que bon, c'est quand même rare d'avoir 3 pères, de retourner, comme il dit, comme les lamentants retournent à la source, dans sa fameuse préface. Et de mon côté, c'était d'une certaine façon ça, retourner à cette négritude-là. Aujourd'hui, je sais que dans ma formation intellectuelle, dans ma vocation littéraire, la négritude, pas simplement comme ce gros concept politique abstrait qui est très critiquable pour bien des raisons, mais dans les textes que ça a donné, dans les figures qui l'ont incarné, reste aujourd'hui extrêmement importante pour moi et j'y replonge toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'attention. Marc-Alexandre, alors vous, votre premier recueil, je le disais, ADN, et ADN, c'est Afrique, Diaspora, Négritude. Le mot, vous l'avez adoubé, en tous les cas, vous le citez dans votre recueil. Le mot, je le porte à cœur. Et en même temps, quand on parle de littérature, pour moi, la littérature n'a pas de couleur, mais c'est un enseignement de ma mère qui était enseignante, qui était prof de français et de philo à Douala, au Cameroun. Et quand j'avais 15 ans, je rêvais de devenir écrivain. Je rêvais de devenir écrivain, pas de devenir écrivain africain, devenir écrivain, juste écrivain. Et parce que le reste n'avait pas d'importance, en fait. Et par contre, quand on revient au mot négritude, c'est ce mot-là qui m'a emmené la poésie. Moi, j'ai découvert Cahiers d'un retour au pays natal, Présence africaine, à 16 ans.
ça a été une claque monumentale. Ce livre, c'est pas seulement un livre, c'est du feu qui vous brûle. Et je suis entré dans la poésie, j'ai basculé dans la poésie radicalement, j'ai envie de dire comme ça, grâce au texte de présence africaine, de Damas, de Césaire surtout. Et puis ensuite, j'ai fréquenté ces textes intellectuellement, j'ai fréquenté la Harlem Renaissance aussi, Langston Hughes et un certain nombre de poètes de Harlem et des musiciens aussi de jazz. Donc, pour moi, la négritude a une importance capitale, centrale. Et j'ai fait plus que la doubler, c'est que je la porte en moi. Mais la négritude aussi au sens où, pour moi, être nègre, c'est être homme, humain. C'est pas une histoire de couleur de peau, en fait. C'est une histoire d'affirmation, c'est une histoire de quête de vie verticale. Donc, on n'est plus du tout dans une histoire de couleur, ni de nationalité, ni de quoi que ce soit. Être nègre, d'ailleurs, en Haïti, un nègre, c'est un homme. Ça s'arrête là, en fait. Donc, une femme est un nègre, un homme au sens d'humain. Nous sommes des nègres au sens d'humain, simplement. Et donc, on se sent que la négritude a toujours eu toute sa place en moi et dans ce que j'écris, dans ce que je tresse, dans ce que je tente de dire de ma littérature ou de ma poésie. Et après, pour le reste, ma mère disait quelque chose de très beau, la littérature est un pays à part entière et entièrement à part, en fait. Et dans ce pays, comme dit René Char, on remercie. Et une autre phrase de votre livre, que, au hasard des pages, on trouve ceci: les livres m'ont sauvé la vie. Une phrase importante. Alors, je ne peux pas vous demander les livres qui ont sauvé votre vie, mais les livres qui ont constitué ce que vous êtes aujourd'hui en tant qu'écrivaine, en tant qu'auteure. Est-ce qu'il y a des titres que vous avez lus très, très jeunes ou peut-être plus tard qui ont un petit peu constitué votre personnalité d'écrivaine? À chaque fois qu'on me pose cette question, il y a un livre qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas s'il a constitué ma personnalité d'écrivaine. J'ai lu un tas de livres et je suis incapable de les citer. Je me suis nourrie de tous ces livres et chacune des périodes de ma vie. Mais le livre qui me revient en tête immédiatement, c'est Beloved de Toni Morrison. Je l'ai découvert, j'avais 16 ans. En fait, c'était simple. Un cours de physique en seconde, et je n'aimais pas du tout la physique, donc je lisais des romans sous la table pendant le cours de physique. Et ma prof d'anglais descendait l'escalier surplombait la classe. Donc, elle descendait l'escalier, elle m'a aperçue de là-haut, en train de lire, je l'ai vue aussi, j'ai fermé, j'ai jeté, donné un coup de pied. Et elle est entrée, elle m'a sortie, et elle m'a dit, si tu veux lire, lis ça. Et elle m'a donné ce livre-là. Et oui, c'était, on dit une claque, mais ça va bien, en ce qui me concerne, ça va bien, bien au-delà d'être simplement une claque. Je crois que ça m'a complètement retournée. Et c'est aussi pour ça que j'ai une foi incroyable, moi, dans les livres, la littérature. Il y a 1000 manières de raconter la vie, de mettre en récit. Mais la rencontre entre un livre et une personne peut être absolument foudroyante. Et pour moi, ce livre-là, oui, il m'a fait cet effet-là. Les grands auteurs du Cameroun, par exemple, ils ont joué un rôle dans votre formation. Vous les avez lus à quel moment, je pense? Mongo Betty, je l'ai lu. C'est pareil, je les ai lus au collège, au lycée. Mongo Betty, Francis Bébé, Caliste Béala. Et oui, aussi, parce qu'il racontait ce que je ne retrouvais pas dans la littérature ailleurs. C'est pour ça aussi que être écrivain, ok, on est écrivain, mais parfois aussi on rencontre son propre monde dans les livres et ça compte. Et moi, ça m'a manqué quand j'étais plus jeune de ne pas avoir une littérature qui parlait de moi, de mon quartier, de mon village, de ma langue, des gens que je connaissais, que je rencontrais tous les jours. Et c'est Mongo Betty, que ce soit Mongo Betty, que ce soit Francis Bébé ou Caliste Béala. C'est des personnes aussi qui étaient importantes, et même Insi Languelettre, et même Chima Chébé, et même voilà, il y a eu comme ça des écrivains africains qui m'ont parlé de l'Afrique, qui m'ont parlé de moi en fait, qui ont parlé
de l'enfant que j'étais, des rues que je connaissais, des personnes que je connaissais. Oui, ça aussi, c'est important. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Je trouve toujours qu'on devrait être plus nombreux. Moi-même, les livres, soit le livre qui est un petit peu comme le bilan pour Aimé, et le rôle de Sangor, alors qui est peut-être plus complexe, qui est le président de la République, donc qui accumule des fonctions, et il y a peut-être moyen je ne sais pas, c'est peut-être compliqué pour vous, et je pense à Cher Medouka, je pense à Ousmane Sembène. Quel rôle ont-ils joué? Alors, contrairement à Emily et à Marc-Alexandre, ce que je dis souvent à chaque fois qu'on me pose cette question, je pense qu'on en avait déjà parlé un jour d'ailleurs, moi je n'ai pas comme ça de livre qui me revient, qui serait une sorte d'origine peut-être pas de ma vocation d'écrivain, ou qui marquerait un moment extrêmement fort dans mes souvenirs. J'ai un souvenir très précis du moment où je lis Le Père Goriot de Balzac, parce que précisément, c'est très éloigné de ce que j'étais, de ce que je suis sans doute. Mais ce livre reste important pour moi parce que c'est là que je pense comprendre ce qu'est la mort de quelqu'un. Ça signifie mourir. Quand le Père Goriot meurt, c'est un souvenir assez marquant. Mais je ne dirais pas que c'est le roman matriciel, le roman creusé comme ça. Pour ça, je n'en ai pas. Peut-être que ça me reviendra un jour. Je me laisse le temps pour voir quel livre j'ai lu à un moment qui aurait marqué ça. Mais alors, pour les écrivains africains ou sénégalais en particulier, c'est vrai que j'ai commencé à les lire, oui, au collège également. Et c'est vrai que ce sont des écrivains qu'il m'a fallu relire. Parce que les premières lectures étaient des lectures quasiment imposées, d'une certaine façon. Je n'ai rien contre les lectures imposées, mais je crois que les lectures les plus belles sont celles que l'on fait soi-même. Et en l'espèce, c'était des relectures. Et donc, Cheikh Hamidou Kane, Mariam Ba, évidemment, Ousmane Sembène, ça, c'était en effet des textes Malik Fall, La plaie de Malik Fall. Ça, c'est un texte très rare, un peu oublié aujourd'hui. Quand on cite les grands auteurs sénégalais, on oublie Malik Fall parce qu'il n'a publié que ce texte-là, La plaie. Mais ça a été aussi un très grand moment pour moi. Et puis, je me rappelle également les conditions, les circonstances très précises dans lesquelles j'ai lu Les clandestins de Wanga. Ça a été également, peut-être, en Patéba, voilà, ça a peut-être été là aussi un moment de lecture très intense pour moi, et c'est l'un de mes livres préférés d'ailleurs. Alors, évidemment, pour Senghor, là, c'est plus compliqué, évidemment. L'héritage est plus controversé, si on veut, parce qu'il a eu cette figure d'homme politique-là. Mais j'estime, et je vais dire là de gros mots, mais j'estime vraiment que c'est le meilleur poète. Ça, c'est très personnel. C'est le meilleur poète qu'on ait eu en Afrique francophone depuis que la poésie est écrite en Afrique francophone, en français. Je le précise, c'est très personnel, mais le poète, je le vénère, je l'aime énormément. L'homme politique est plus difficile à défendre, l'essayiste est encore plus difficile sans doute à comprendre, mais il faut se plonger dans son œuvre, et c'est quelque chose que j'ai tenté de faire également en lisant beaucoup de textes de lui, des volumes de liberté notamment. Mais ce n'est pas simple, c'est un esprit extrêmement contradictoire, parfois très dérangeant, parfois comique dans ce qu'il tente de démontrer, et qui a des fulgurances également. Marc-Alexandre, vous avez déjà cité Césaire, je citais Char tout à l'heure. Ils sont avec vous, ces auteurs-là, quelques autres que vous pouvez citer. Les auteurs camerounais, ils interviennent sur le tard, à quel moment? Ils interviennent un peu comme disait Emily, c'est-à-dire qu'ils interviennent à l'école. Et en fait, finalement, quand on est adolescent, et je rejoins assez Bouga, c'est-à-dire que les lectures imposées, c'est parce que Mongo Betty, c'est des totems, mais c'était une lecture imposée, c'est pas une lecture, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une lecture vers laquelle on va avec ce qu'on est, avec ce qu'on porte en soi comme rêve, et donc, comme c'est imposé, ça reste très loin. Moi, c'est comme ça, en fait. C'est des auteurs que j'ai lus avec ma tête, alors que des auteurs que j'ai découverts par moi-même, je les ai lus avec le cœur. Et ce n'est pas la même chose, en fait.
Et ceux qui m'ont fait grandir en humanité, ceux qui m'ont bouleversé, c'est ceux que je lisais avec le cœur. Les autres m'ont construit intellectuellement, mais là, quand on parle de la part d'émotion, c'est le cœur, en fait. Et on parle de Césaire. Césaire, ça a été un bouleversement total. Char aussi, puisque à 15 ans, je rêvais de devenir écrivain et je tombe sur ces mots. Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Je ne sais pas qui est René Char, je ne sais pas s'il est français, je ne sais pas qui est blanc, je m'en fous en fait. J'ai juste ces mots-là et j'ai un rêve en moi. Et j'ai des larmes aux yeux en lisant ces mots-là. Donc voilà, il y a des textes vers lesquels on va avec ce qu'on est, avec ce qu'on porte comme rêve ou comme balbutiement de rêve, et des textes qui viennent nous dire, ben, on te choisit parce qu'on a quelque chose à te dire de toi. Et c'est le livre qui vous dit ça. Et puis il y a les textes qu'on apprend à l'école, qu'on lit de manière intellectuelle, qu'on fait des comptes rendus de lecture, on les étudie, on les analyse, mais ils restent à côté de nous en fait. Et on se rend compte des années-lumière plus tard qu'ils ont participé à notre formation idéologique, politique, mais ce n'est pas du tout la même chose, on n'est pas au même endroit en fait. On va parler de vos livres. Les jours viennent, dépassent. On peut dire que ce livre, c'est un aboutissement des 3 précédents. Vous reconcentrez un certain nombre de thématiques que vous avez préalablement abordées avec ce livre. C'est l'histoire de 3 femmes. Anna, qui est une femme âgée, qui est en fin de vie, sa fille, Abby, et puis survient un troisième personnage, Tina, qui est une jeune femme rescapée de Boko Haram. Cette fois, on plonge dans l'actualité douloureuse, difficile du Cameroun. Si vous deviez nous les présenter, ces femmes, Anna et Abby, rapidement, vous diriez quoi? Alors, Anna, c'est une vieille dame qui a traversé le siècle, en fait. Enfin, pas vraiment, qui a 18 ans au moment des indépendances, 18-19 ans au moment des indépendances, et quand on la rencontre, elle est à la fin de sa vie, et elle est dans un processus de transmission avec sa fille Abby, en fait. Le roman se passe dans la tête d'Anna, ou dans la parole d'Anna. Anna raconte le Cameroun qu'elle a connu, comment elle a vécu, et elle dénoue les silences, elle dénoue cette espèce de silence de plomb dans lequel la société est installée, et où elle aussi, elle-même a installé sa vie. Anna n'a jamais parlé de son enfance à sa fille unique Abby. Au contraire, elle a mis des barrières très étanches parce qu'elle espérait que son enfant partirait de l'endroit où elle est pour embrasser la vie, en fait. Pour elle, revenir en arrière, c'était, voilà, il y avait comme une disqualification de sa propre histoire à elle, qui est une histoire douloureuse. Abby, sa fille, grandit avec ses manques, et les 2 femmes ne se rencontrent vraiment jamais vraiment jusqu'à la toute fin, parce que de se tenir à distance, son histoire, crée aussi une mise à distance de sa propre fille. Elles ne se rencontreront qu'à la fin, quand Anna aura enfin abaissé les barrières. Et Abby s'engage donc avec toutes ses fêlures, tous ses doutes dont elle n'est pas consciente. Elle ne sait pas qu'on lui cache quelque chose, elle n'en est pas consciente, mais elle construit une vie relativement fragile, qu'elle a elle-même un point d'honneur à s'aborder, d'une certaine manière. En ayant, elle aussi, une relation compliquée avec son fils. Et la dernière génération, c'est 3 générations de femmes. Et la dernière génération, c'est Tina. Et là aussi, on quitte Anna, et l'histoire, c'est Tina qui la raconte. En fait, pour moi, c'était important que les personnages se réapproprient cette histoire. C'est 3 voix aussi. Oui, c'est ça. Il y a 3 voix, et c'est vraiment des voix personnelles pour raconter des événements qui sont parfois des événements historiques, qui sont parfois des faits réels ou des faits d'actualité, mais c'est leur regard sur ce qui se passe, et c'est leurs émotions qui étaient importantes pour moi de raconter. Et Tina, en fait, c'est la 3e génération qui s'est, elle aussi, construite sur tous ces manquements, et qui va désinvestir la famille, le lien, la société, pour se concentrer sur les liens d'amitié, les liens forts d'amour et d'amitié générationnels. Et cette nouvelle génération communique très peu avec l'ancienne, parce qu'elle ne la rassure pas, tout simplement.
ils ne se sentent pas en sécurité avec elles. Donc, ils communiquent entre eux. Ils sont emportés par les vents contraires. Ils ont des loyautés que leurs parents ne comprennent pas. Ils ont délétères. Ils sont la proie de toutes sortes de rêves, etc. Et voilà. Ils avancent ensemble. Ils avancent pas forcément dans le bon sens, mais avec courage et toujours ensemble, avec cette espèce de chose qui les lie, précisément parce que le monde autour est dangereux. Et la question, c'est est-ce que cette chose résiste à la dangerosité du monde. Si on dit que c'est une vision individuelle d'un destin collectif, c'est-à-dire c'est la grande histoire, mais pénétrée, c'est une histoire du nous contée par des jeux. C'était le but. Le but, c'était vraiment de mettre dans la bouche de personnages particuliers une histoire, l'histoire de tous. Et là, on avait, du coup, il y a une part d'ombre, il y a une part de comment est-ce qu'on s'approprie son récit, comment est-ce qu'on se raconte, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui nous marque et nous touche dans cette histoire collective que nous vivons. Et c'était dans les deux personnes qui se racontent en jeu dans le livre racontent aussi se racontent dans des périodes de basculement fort. Après s'être tué très longtemps. Voilà. Mohamed, dans votre livre De purs hommes, le début est très, très, très dur, très, très, très violent. On commence par une vidéo qui circule et il est question d'une exhumation d'un corps. Et on apprend que ce corps a été exhumé parce que cet homme aurait été homosexuel et cela est banni. Et cette vidéo est vue par un couple, jeune marié, l'homme est enseignant. Et on va suivre cet homme qui, au départ, a une réaction. Il n'est pas franchement outré, enfin, c'est pas un rejet absolu, mais peu à peu, il va comprendre, ou du moins, il va essayer de comprendre parce qu'il va lui-même enquêter et essayer de savoir qui est cet homme qui a été exhumé. Le départ de ce livre, c'est quoi? Une histoire réelle? C'est une histoire réelle qui s'est passée au Sénégal en 2008. C'est une vidéo que j'ai vue également en 2008 parce qu'elle a circulé à l'époque. Il n'y avait pas, les réseaux sociaux n'avaient pas encore pris l'ampleur qu'ils ont maintenant. À l'époque, on se transmettait les vidéos par Bluetooth au Sénégal. Plus personne ne sait ce qu'est Bluetooth aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça, et on recevait donc des vidéos. Et un jour, j'ai reçu cette vidéo par la part d'un copain qui est venu tout content en me disant « Regarde, il y a un homosexuel qui a été déterré. » Et puis, je regarde la vidéo et je suis foudroyé sur place parce que c'est une sensation également. J'ai eu la sensation physique vraiment d'être tout près de cette tombe d'où a été tiré ce corps. Et ma réaction à l'époque, c'est vrai que je suis foudroyé, mais dans la réaction que j'ai, verbalement, je réagis à peu près comme réagit le personnage de Ndéné Gueye. C'est que je n'exprime pas d'indignation. Je sais que je suis touché, qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas forcément à verbaliser, que je n'arrive pas, une chose sur laquelle je n'arrive pas à prendre de recul. Et il m'a fallu à peu près 10 ans avant de revenir sur cette histoire-là. Mais 10 ans au cours desquels j'ai continué très régulièrement à repenser à cette vidéo, à en rêver. Enfin, je ne sais pas si c'est un rêve là pour le coup, mais en tout cas, j'y revenais très régulièrement et il a fallu ces 10 années-là pour que je donne une expression, celle que je n'avais pas eue au moment où j'ai vu la vidéo, par donc la littérature. L'enquête que mène le jeune enseignant, c'est un petit peu la quête du roman, c'est un petit peu votre travail aussi d'une certaine façon. Oui, d'une certaine manière, on peut le dire, d'une certaine manière, même si évidemment ça n'a rien d'autobiographique, mais dans le processus mental, oui, c'est ça. Voilà, dans ce processus mental-là, psychologique, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut être rapproché du fait de, une fois le premier élan passé, une fois le premier choc passé, comment est-ce que l'on fait retour sur un événement semblable? Comment est-ce qu'on le décompose? Comment surtout on essaie d'aller au-delà précisément de l'image? Comment est-ce qu'on voit le hors-champ? Comment est-ce qu'on essaie de
plonger dans la vie d'un mort. Comment est-ce qu'on interroge aussi cette foule qui est là et qui déclare avec beaucoup de violence et de rage? Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on peut dire de cette violence, de cette rage-là, de cette colère très viscérale? Tout ça est un travail psychologique, évidemment, que j'ai tenté de mener et dont l'aboutissement a été l'écriture. Culture, ça. Marc-Alexandre, les Lumières d'Oujda, vous avez le goût pour la gueule, hein. Vous aviez emmené du côté de Dien Bien Phu avec le précédent. Là, il s'agit d'un jeune homme camerounais qui est parti en Europe grâce aux économies de sa grand-mère qui a financé le voyage, le séjour. Et puis, le séjour s'est plutôt mal passé, clandestinité, il a sombré plus ou moins dans la drogue, petit trafic, et reconduit à la frontière et retour au Cameroun. Retour au Cameroun, c'est l'humiliation, hein, d'une certaine façon, il n'a pas réussi. Et il va faire la rencontre d'un personnage très, très étonnant, qui est le Père Antoine, et cet homme, un prêtre, qui s'occupe des migrants et qui a fondé une maison du côté du Maroc, à Oujda, et le jeune homme va s'y rendre. C'est à peu près ça le début du livre. Et là aussi, c'est quelque chose de... Vous êtes parti d'un fait réel, de personnages qui existent, ou pur imaginaire? Je disais un peu déjà dans Dien Bien Phu, dans cette histoire, tout est vrai, j'ai tout inventé, ouais. Et c'est un peu la même chose en fait. Le livre est né d'une rencontre, il est né d'un échange de sourires et de larmes avec un gamin de 17 ans qui s'appelle Ibrahima, réfugié en France et qui rêve de devenir écrivain. Ibra. Alors là, il s'appelle Ibra, mais Ibrahima existe vraiment et je l'ai rencontré à un festival à Arles. Et c'est un gamin qui était venu me demander, il était invité au festival, un festival où on était censé parler de littérature, de poésie, d'art, mais aussi de réel, puisque des jeunes réfugiés de 15, 16, 17 ans devaient témoigner de leur parcours. Donc le festival était adossé à cette thématique, exil et migration. Et Ibrahima était venu me demander, la veille de son passage, de son témoignage, ce qu'était le métier d'écrivain pour moi. Et je lui avais répondu. Ça a commencé vraiment comme ça, une discussion. Je vois un jeune qui a 17 ans, et je pense que c'est un étudiant de lettres, comme il peut y en avoir dans tous les festivals du livre en France et dans le monde, qui font leur stage là, qui sont bénévoles pour pouvoir rencontrer des écrivains, échanger avec des écrivains, des auteurs. Et je découvre en fait que ce gamin a un parcours incroyable de résilience, de force et de tendresse. Et il vient me poser cette question-là. Et donc, moi, je lui réponds, écrire est un métier de lumière. Et le lendemain, il décide de ne pas témoigner de son parcours, mais plutôt de dire ce qu'il va faire de sa vie, devenir écrivain. Parce qu'en Guinée, il y a des coupures de courant et des délestages, et un métier de lumière est le bienvenu. Donc, on éclate tous de rire dans la salle et avec une émotion incroyable. Et en fait, le roman est parti de là. C'est un thème que j'avais abordé en poésie, que j'avais abordé aussi comme journaliste, l'exil et l'errance et la migration. Mais je décide ce jour-là d'essayer d'écrire un texte qui rendra hommage à ces jeunes gens-là, les mineurs réfugiés qui sont en France, mais qui sont un peu partout dans le monde. Le Père Antoine. Et le Père Antoine existe aussi. Alors là, je l'invente, je lui donne une histoire, j'invente son passé. Mais le Père Antoine aussi est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais à Oujda, en concert, à un festival avec Abdel Malik. Et on a été invité par des jeunes gens, réfugiés aussi, qu'on a pris pour des étudiants au début, qui venaient nous voir en spectacle et qui nous ont amenés où ils vivaient. Il se trouve qu'ils vivaient dans une église, Saint-Louis d'Anjou, rue d'Assila, à Oujda, église tenue par un prêtre, qui est un juste parmi les justes, en fait, qui s'appelle Antoine Exelmans. Et moi, j'en ai fait un personnage de roman. Emily, je reviens vers vous. Derrière ce que vous avez raconté à travers les personnages des trois femmes, toute l'histoire du Cameroun contemporain est passée un petit peu en revue derrière leurs yeux. C'est un regard très critique finalement. C'est un peu aussi qu'est-ce que vous avez fait de nos indépendances d'une certaine façon. Ouais. Elles ont eu lieu il y a 60 ans et le bilan est
critique, en tous les cas, sous le regard de ces femmes, sous le vôtre aussi. C'est un regard de vérité. C'est un regard parce qu'elles sont à une étape de leur vie où voilà, elles sont en sincérité. Quel que soit le nom qu'on donne à ce qui les pousse à parler, elles ne sont plus capables de mettre des gants et donc elles sont en profonde sincérité. Je pense que, personnellement, je pense que le résultat des indépendances, c'est, voilà, on peut critiquer, il y a énormément de critiques, mais enfin, la colonisation est quand même terminée, il y a quand même une prise en charge des peuples, elle se fait mal, c'est difficile, c'est lent, ça ne fait que 60 ans, voilà, il y a des ratés, de gros ratés, cette histoire-là s'écrira. Mais ce qu'elle raconte, elle, c'est leur vie à l'intérieur de ce pays-là, à l'intérieur de ces années, ce qu'elles ont espéré, pour ce qui concerne Nana, ce qu'elle a espéré, ce qui a presque eu lieu et qui a raté, et la violence de cet échec. Elle raconte en fait la déception de la génération postcoloniale, à la fois la déception qu'ils ont générée et pour eux-mêmes, ceux qui sont capables de se regarder en face, la déception qu'ils éprouvent lorsqu'ils regardent les choses en train de se faire. Et ils sont suffisamment lucides, ces personnages, pour se dire, nous avons participé à ce qui s'est construit, et aujourd'hui, 2015, nous sommes dans l'extrême nord du Cameroun, et voilà ce qui arrive à nos enfants. Alors, quel regard on pose sur ça? Le soleil des indépendances est rouge sang. Et le grand reproche, c'est peut-être le manque d'unité, justement, le nord, le sud, les langues, le côté anglais, le côté français, l'héritage de la colonisation. Vous dites à un moment, c'est une petite Afrique, finalement. Il y a un concentré de... Le Cameroun est présenté, on est très fiers de dire que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et de fait, que ce soit nos langues, nos cultures, notre nourriture, qui, soit dit en passant, est la meilleure du monde. Il faut dire ce qui est. C'est comme la poésie de Césaire. Les choses, c'est juste vrai. Donc, tout ça fait que... Et aujourd'hui, nous concentrons aussi quelques-unes des violences et des désagréments qui se passent partout dans le monde. Oui, nous sommes l'Afrique en miniature, mais pas forcément pour les raisons qu'il faudrait plébisciter. Et il y a aussi ce qu'elle décrit dans le livre, Anna, cette espèce de balkanisation de la souffrance ou des émotions, cette espèce d'enfermement à soi qui fait qu'en fait, on est incapable de reconnaître la souffrance de l'autre, et ni même de la lire sortie d'un certain prisme. Et elle analyse parce qu'elle analyse les différents ethniques, à quel point ils sont à la fois stupides et tellement prévisibles. Elle est dans quelque chose de... C'est pour ça aussi que je voulais que ce personnage ait suffisamment de recul, en fait, qu'elle aime la littérature, qu'elle soit quelqu'un qui a une vie intérieure très riche, que ce soit quelqu'un d'extrêmement ouvert, parce que je voulais qu'elle pose un regard clair, à la fois sur sa vie et sur la société. Mohamed, le personnage de l'enseignant, donc qui va enquêter, essayer de savoir qui est cet homme qui a été exhumé, il est lui-même entravé dans sa charge de travail. Citer comment il veut, par exemple, enseigner Verlaine, et on lui dit, ben non, Verlaine, personnage trop sulfureux, sa vie, on ne doit pas l'enseigner. Il y a ça aussi dans votre roman. Ce n'est pas simplement, il y a l'homosexualité, il y a beaucoup d'entraves qui sont ça et là, et qui pèsent un poids très, 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 très lourd dans la société. Oui, c'est que, en effet, ce personnage se demande, en tout cas la société, lui, l'environnement universitaire, on va dire comme ça, lui impose à un moment donné de ne pas enseigner Verlaine, parce que c'est un personnage qui est un peu ambigu, disulfureux, du poète maudit, qui sera peut-être au Panthéon, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on dit que voilà, ce qu'il a représenté, la poésie qu'il a écrite, n'est plus en adéquation avec les valeurs
du pays. Et cela pèse évidemment sur le personnage qui ne peut pas l'enseigner, mais qui se demande également quelle est la pertinence, au fond, d'enseigner Verlaine au Sénégal. Quelle est la pertinence d'enseigner Verlaine, d'enseigner Stendhal ou Saint-Paul-Roux au Sénégal? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et qui se pose vraiment une question sur ce qui est transmis par même le programme scolaire. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui, un débat qui existe de plus en plus sur les programmes qui sont hérités aussi de la période coloniale pour beaucoup d'entre eux, même si ça a énormément changé. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais c'est encore présent. On se pose la question, pourquoi est-ce qu'il faut lire Saint-Exupéry en classe de 3e, par exemple, ce qui a été mon cas, même si Saint-Exupéry reste un grand texte. Pourquoi est-ce qu'il faut lire Musset? Voilà. Pourquoi c'est une question également. Et puis, ce qui me fait sourire en réalité, c'est que ceux qui le reprochent que l'environnement universitaire fait à Verlaine, à l'enseignement de Verlaine, est quelque chose qui commence aujourd'hui à arriver sur ce qu'on appelle la cancel culture. C'est-à-dire que si un écrivain ou un intellectuel ou un poète n'est pas en adéquation avec les valeurs du temps, en tout cas les valeurs qu'on souhaite donner à un temps, dans un endroit précis, on peut dire non, on ne l'enseigne pas, on ne le transmet pas. C'est une question sur laquelle je n'ai pas encore d'avis arrêté, mais je remarque simplement que ça arrive. Et ce qui peut paraître extrêmement, négatif qu'on peut, et aujourd'hui, ce qui se fait de plus en plus dans les sociétés occidentales, par exemple. Voilà, c'est d'une certaine façon, on dit que dans l'intrigue du roman, on cancelle Verlaine, d'une certaine manière, on l'annule parce qu'il n'est pas en adéquation. Mais tout ça, en effet, pèse sur le personnage qui doit à la fois faire avec les injonctions de la société, culturellement, et puis avec les injonctions de son enseignement et de l'amour qu'il a de la littérature et de transmettre. De la famille. Et de la famille également, de sa famille également. C'est que toutes ces injonctions-là pèsent sur son esprit, et c'est entre ces différentes, ces différents impératifs qu'il a à s'affirmer et à prendre position. Au départ étant la lutte, le rejet absolu, violent, extrêmement violent, de l'homosexualité, les choses évoluent, vous avez l'impression, ou c'est encore extrêmement d'actualité? Vous dites la cassette date d'il y a 12 ans, est-ce que ça a un petit peu évolué? Est-ce que c'est encore grosso modo la même chose? Grosso modo, c'est encore la même chose. Je crois que la question religieuse, culturelle aussi, fait que les questions sur l'homosexualité restent encore difficiles à aborder. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression que les choses évoluent dans un sens comme dans l'autre, simplement parce que le débat ne se pose pas. Cette question ne se pose pas parce que pour une grande majorité de la population, ce n'est pas une question. Tout simplement, c'est comme ça. Et il n'y a pas à en parler, tout simplement. Mais cela m'étonnerait quand même que la question ne se pose pas un jour, en réalité. Je suis tout à fait respectueux de ce que les populations qui veulent s'autodéterminer font de ces questions-là. Mais je veux simplement qu'elles se posent avec maintenant des arguments qui ne sont pas simplement des arguments d'émotion, mais de vraies réflexions sur les sociétés que nous voulons, sur les humanités, sur l'humanité que nous voulons également. Je suis plutôt, moi, un militant des débats qu'ils s'ouvrent. Ils peuvent être excessifs, difficiles, durs, mais qu'ils s'ouvrent et se tiennent. C'est surtout à ça que je tiens. Et c'est l'une des fonctions, je pense, des livres également, de poser ces débats, les ouvrir en tout cas. Marc-Alexandre, lorsqu'on parle des migrants, il y a finalement deux questions et vous les abordez dans votre livre. C'est l'accueil qui est réservé, mais c'est aussi les raisons du départ.
c'est pas par goût simplement de l'ailleurs. Il y a aussi une violence absolue qui est vécue ici ou là, violence économique, à tous les niveaux, divers d'ailleurs, et qui pousse un certain nombre de gens à partir dans des conditions terribles. C'est cela que vous avez voulu dire aussi à travers un certain nombre de personnages qui touchent du doigt, et en particulier ce jeune Ibra, lui, il découvre les choses. Et vous donnez à travers Ibra notre regard finalement à nous qui découvrons aussi à la fois le départ et l'arrivée de ces migrants. Oui, alors je ne suis pas sûr d'avoir saisi la question, mais l'idée est d'évoquer avec vous, dans votre livre, le point de départ des migrants et leur point d'arrivée. Vous évoquez ces deux choses, à la fois le point de départ, parce que ce sont les raisons qui les ont amenés à partir, et le point d'arrivée, l'accueil ou le non-accueil, ou le rejet, le refus, l'exclusion qui leur était renvoyée à leur venue en Europe. Oui, il y a la question fil rouge qui traverse le roman, c'est pourquoi on part. Et les raisons du départ qui sont intrinsèques au pays d'où partent Alors moi, je ne dis pas les migrants parce que j'ai un problème avec ce mot depuis très longtemps. J'ai toujours l'impression qu'il installe un fossé comme ça avec les personnes dont on parle. Et je note aussi le glissement sémantique. Quand je suis arrivé en France il y a 22 ans, on parlait de réfugiés. Et aujourd'hui, on parle de migrants. Et dans réfugiés, il y a quelque chose d'hospitalier, il y a quelque chose de gens qui demandent refuge. Ça ne veut pas dire qu'on va leur accorder le refuge. Mais il y a quand même l'idée de demander refuge. Alors que dans migrants, il y a des gens qui passent. On ne sait pas où ils vont, mais ils passent. Et de temps en temps, ils passent sur notre territoire. Moi, ça m'a toujours un peu... Ça m'a questionné. Il y a quelque chose, oui, qui fait que j'ai un peu de mal avec le mot migrant. Mais effectivement, oui, je parle des raisons du départ, mais je parle des raisons du départ qui sont plurielles. Et la question pourquoi on part posée à des jeunes, puisque le roman, en tout cas, s'attache à des parcours de jeunes réfugiés, Jean Lianet met réponse à leur réponse. Et le pourquoi on part est absolument éclaté, divers, pluriel et entier, parce qu'on part parfois parce qu'on a un rêve, on part parfois parce que c'est la misère, parce que c'est la guerre, on part parfois parce que, en fait. Pourquoi on ne partirait pas? L'homme est mobiliste depuis toujours, en fait. Et il n'y a pas de raison que les gens du Sud n'aient pas le droit à ce statut d'homme mobiliste, en fait. Donc voilà, je parle de ça dans ce texte aussi. Et le côté, justement, l'arrivée, l'accueil, le juste que vous évoquiez tout à l'heure, le père Antoine, personnage rare finalement, parce que perdu au milieu d'une masse plutôt d'indifférence. C'est intéressant aussi que vous ayez situé ce livre à Oujda, au Maroc. Il n'est pas situé en Europe. Alors, la chose existe, vous l'avez expliqué, mais vous auriez pu le situer ailleurs. Or, vous avez conservé le lien avec l'histoire, c'est-à-dire le père Antoine et Oujda. Oui, c'était important pour moi. Mais ce que j'ai essayé de dire aussi, c'est que finalement, il y a plus de juste qu'on ne le croit. Là, il y a père Antoine, mais moi, en France, par exemple, dans plein de villes, de villages en France, il y a des associations qui tiennent pour que notre humanité ne se défasse pas totalement. Et on n'en parle pas parce qu'on est plutôt friand de la catastrophe, que ce soit médiatiquement et ce qu'on relaie souvent, nous, quand on... Voilà, c'est les mots un peu extrêmes qui disent le refus de l'autre. Mais en même temps, il y a des gens dans ce pays, il y a quelques semaines, encore à Marseille, on a fait une soirée de soutien à SOS Méditerranée, et c'est des gens en France. SOS Méditerranée, c'est des gens à Marseille qui affrètent des bateaux pour sauver des vies et qui ne se posent pas la question avant d'y aller, en fait. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de ces gens-là. Et ces gens-là existent, je ne les invente pas, ils ne sont pas seulement de la fiction, ce n'est pas de l'invention, c'est des vrais gens. Et je trouvais que c'était important de le dire aussi au Maroc, en France et dans plein de pays d'Afrique. Il y a des gens qui militent humblement, modestement, pour que notre humanité ne se défasse pas totalement. Alors on peut parler des ténèbres parce qu'elles existent, mais c'est bien de parler aussi des éclats de lumière, en fait, qui font qu'on peut être fier parfois d'être un homme ou une femme parce qu'on se reconnaît dans un sourire, dans un regard bienveillant en face. Alors vous abordez les sujets que l'on a vus, c'est-à-dire des sujets graves, des guerres, Dien Phu pour vous, les maquisards, la guerre du Cameroun, le sida, l'homosexualité, enfin, des thématiques lourdes. Et vous côtoyez la grande histoire, celle qui s'est réellement passée.
le curseur du romancier, il se place où il peut tout dire, tout est vrai puisque je l'ai inventé, vous reprenez la phrase de Vian, hein, ou au contraire, attention, je ne peux pas dire tout à fait n'importe quoi sur, à ce moment-là, je me documente et je fais très attention. Si je cite une date, elle est authentique. Si je cite un fait, il est où le romancier se permet tout et après tout, bah, pourquoi pas. Vous êtes où dans votre curseur de romancière qui côtoie et qui fréquente l'histoire? Je vais vous répondre en citant Kundera sur le roman historique. Je disais que dans le roman historique, c'est l'histoire qui se met au service du roman, pas le contraire. L'histoire sert le roman. Le roman est tout, en fait, pour moi. Si je cite des dates précises, j'essaye au maximum de les respecter. Mais si j'ai besoin de ne pas les respecter, je ne vais pas le faire. Je expliquerai pourquoi. Dans la trame du roman, on comprendra pourquoi la date n'est pas la bonne date, mais je ne m'empêcherai pas de le faire. Et quand je suis sur des dates historiques ou sur des personnages qui ont réellement existé, la difficulté se fait souvent avec les personnages, parce que quand il y a des personnages historiques qui ont une vie, qui sont connus, qui ont une histoire référencée, il est difficile de les sortir de leur rôle, sauf si sauf si le roman parle précisément de cette sortie d'un rôle officiel. Mais à vrai dire, je ne m'interdis rien. L'échappatoire peut être la mémoire défaillante du personnage, oui, voilà, non pas la vôtre. Oui, on arrive toujours à... Ou alors, je l'assume, en fait. Par exemple, dans le livre, je place... je parle d'un attentat terroriste qui a eu lieu au Cameroun et je le place une semaine, jour pour jour après Charlie Hebdo. Il a eu lieu 15 jours après, quelque chose comme ça. Je me permets ce genre de... Ce que j'ai envie de dire n'est pas influencé par ce détail-là. Si j'ai envie de changer un lieu, je vais le changer. Mais si je parle de la forêt de Sambisa, qui est la forêt refuge de Boko Haram, je ne vais pas la mettre dans un autre pays. C'est trop important pour que simplement je la déplace ailleurs. Donc, il y a des éléments auxquels je ne touche pas parce que ça fait partie de ma trame. Et il y a des éléments que je me permets d'habiter différemment. Et la trame du roman dit pourquoi je les habite différemment. Mais il y a un tas de choses comme ça. C'est le roman qui porte... tout nourrit le roman. Tout ce que je dis nourrit le roman que je suis en train d'écrire. Et non seulement le nourrit, mais le roman vampirise tout, en fait, d'une certaine manière. Moi-même, je vous vois oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que MD vient de dire. Je crois qu'en réalité, le roman est l'espace absolu de la liberté et que le romancier peut, dans cet espace-là, peut évidemment qu'il fasse le travail littéraire minimal, qu'il trouve une langue et qu'il plonge dans toute la profondeur et la densité de l'expérience humaine pour faire dans cet espace-là. Je crois vraiment que on s'illusionne si on croit que la vérité des faits domine la vérité littéraire. Je crois que ce n'est pas du tout pour retranscrire la vérité des faits que le roman s'en empare. Au contraire, je crois que c'est pour, non pas les retranscrire, c'est pour les transfigurer, c'est-à-dire pour dire autre chose que ce que les faits ou les événements historiques nous apparaissent. Même sur des sujets extrêmement graves, c'est-à-dire même sur des sujets qui tout de suite peuvent convoquer les émotions, des questions de mémoire, des questions d'appartenance qui touchent vraiment à des fibres personnelles profondes. Je crois que c'est là qu'il faut peut-être tenter de faire un peu crédit au romancier de son travail littéraire, transfigurer des faits pour tenter d'en dire autre chose, pour nous sortir de nous-mêmes, pour nous sortir de l'expérience qu'on croyait être notre apanage, qu'on croyait être vraiment notre seul privilège, nous en sortir pour mieux nous y ramener, mais autrement, plus profondément
peut-être. Et c'est là, je crois, qu'il faut laisser au romancier et à l'art du roman de Kundera voilà, cette liberté-là, cette fantaisie-là, parfois, que le roman s'accorde et que le romancier s'accorde. J'ai bien conscience, disons cela, qu'à notre époque, ça devient peut-être un peu compliqué de raisonner ainsi, tout simplement parce que je crois que les questions de mémoire deviennent de plus en plus fortes et que nous en sommes peut-être à une époque où les offenses, en tout cas se sentir offensé, est quasiment devenu... Bon, c'est très j'ai bien conscience que c'est extrêmement sensible ce que je dis là, mais je pense simplement qu'il faut aussi faire confiance au romancier dans le travail littéraire qu'il effectue et ne pas le voir simplement dans l'immédiat miroir qui nous est tendu par les événements, par l'histoire, par la réalité. Il subsiste une vérité littéraire, je pense, qui est différente de la vérité des faits et qui peut apporter quelque chose à la vérité des faits pour qu'on les comprenne mieux et qu'ils nous imprègnent mieux. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Marc, Alexandre, il faut faire ce pas de côté avec l'histoire, finalement, c'est pas très grave, on peut transgresser un tout petit peu la réalité, changer une date, mais pas changer un lieu, parfois parce que c'est ce lieu-là et c'est pas un autre. Dien Bien Phu, lorsque vous êtes coltiné, j'allais dire, avec ce lieu et ce point de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est là au cœur de quelque chose qui a vraiment existé, qui sonne encore dans les oreilles d'un certain nombre. Vous avez pris des précautions ou bon, finalement, non, on peut y aller, c'est pas grave? Non, j'ai pas pris de précautions parce que alors c'était mon premier roman, donc j'ai pas non plus de recul pour en parler, mais disons que l'écriture était un espace de liberté. Je vais pas parler du roman, je vais parler de l'écriture. Comme c'était mon premier roman, je me suis pas posé de questions. Je savais que j'adossais de petites histoires à la grande, et c'était important pour moi effectivement que la grande soit respectée. Mais la grande n'a pas influé ni influencé mon désir d'écrire sur ces petites histoires, ces trajectoires singulières qui allaient se retrouver emportées par la grande histoire. Et ce qui était beau, c'est que je me suis retrouvé dans des colloques avec des historiens, des gens très sérieux comme ça, qui ont fait un vrai travail comme ça, de mémoire, qui connaissent des dates et tout ça, et qui me disaient que Dien Bien Phu, le roman, était un merveilleux moyen de parler de la guerre d'Indochine. Et moi, ça m'a touché parce que je ne suis pas historien, j'étais nul en histoire quand j'étais au lycée parce que je ne travaillais pas, ça s'explique assez naturellement. Et en fait, finalement, le roman venait apporter, compléter, parce que dans le roman, on pouvait s'attacher à autre chose que des statistiques, des chiffres, le nombre de morts, les batailles. On pouvait parler d'émotions. On pouvait parler d'émotions et on pouvait en parler d'autant plus que les personnes qui avaient vécu cette tragédie-là parlaient d'abord d'émotions. Il n'y a aucun ancien combattant qui parle seulement des chiffres. Les anciens combattants vous parlent de gens qu'ils ont perdus, de ce que la guerre leur a volé, de ce que la guerre a violé en eux. Ils ne vous parlent pas de ce que la propagande disait à l'époque, ils ne vous parlent pas du nombre de morts, ils parlent d'abord de ça, et après ils vous parlent du nombre peut-être de manière comme ça générale, du nombre de combattants de tel ou tel pays qui ont péri. Mais au départ, ils vous parlent de mon camarade de régiment, voilà, le copain. Et le copain, il était de tel pays, il était du Niger. Et quand il est mort, je me suis dit que si je survivais, j'écrirais à sa femme. Il vous parle de ça, il ne vous parle de rien d'autre, en fait. Et qu'ils soient tirailleurs africains, qu'ils soient soldats français ou soldats vietnamiens, ils vous parlent d'abord de choses humaines. Parce que pour écrire ce roman-là, j'ai questionné ça. Et quand j'étais au Vietnam pour les commémorations de Dien Bien Phu, donc avec des gens sérieux, importants, des historiens comme ça, ils parlaient d'abord de ça. Et ils parlaient de leur rapport à la langue française et la complexité, et ils disaient à quel point ce qu'ils avaient mis dehors, c'était l'impérialisme français et pas la culture. Parce que pour certains, Lamartine, par exemple, est un poète et un poème qu'ils se transmettaient de génération en génération, encore aujourd'hui, alors qu'ils avaient lutté contre l'impérialisme français. Donc, il y avait une complexité que les chiffres ne peuvent pas dire, en fait. Donc, voilà,
il faut s'accorder cette liberté-là. Et je parle d'écriture, je ne vais pas parler de roman parce que je n'ai pas de distance, je publie un deuxième roman. Ce serait un peu étonnant d'arriver en me disant, oui, le roman parle aussi de ça. Donc je parle d'écriture. L'écriture est un espace de liberté et peut-être le seul ou le dernier espace de liberté qui nous reste. Et le rôle que vous assignez à vous en tant que romancier, mais aussi en tant que poète, c'est de bouleverser des mouvements, mais aussi de bouleverser dans le sens de déranger, éventuellement sensibiliser, mais aussi de dire, enfin, de mettre le doigt là où ça ne va pas, et de dire au lecteur, attention, vous avez eu une lecture de Dien Bien Phu, ou des réfugiés, mais moi je vous apporte un autre regard, et de le déranger, ce lecteur. Non, j'ai jamais. Alors, je crois que c'est une histoire d'éducation. J'ai jamais voulu déranger personne. Moi, j'écris d'abord parce que écrire, c'est aussi prendre de ses nouvelles et s'en donner. Moi, j'écris d'abord pour me rappeler à moi-même, en fait. Et après, j'ai la chance et le bonheur parfois que les textes que j'écris pour me rappeler à l'ordre ou me rappeler à la lumière de moi-même puissent parler à d'autres. Mais j'ai pas du tout d'ambition de déranger qui que ce soit. Par contre, j'ai l'ambition d'exercer au mieux ce que Camus appelait son métier d'homme et d'humain, en fait, simplement. Et le reste n'a pas d'importance. Je n'ai pas du tout l'ambition de déranger qui que ce soit. J'essaye d'écrire pour que les textes qui ponctuent mon chemin de vie puissent me rappeler à moi-même, à mes obligations ou à des devoirs, comme dit Sita dans Les Lumières d'Oujda, le devoir d'exercer au mieux son métier d'homme. Sita étant la grand-mère de mon narrateur que je partage avec lui, puisque c'était aussi le nom de ma grand-mère. Emily, votre rôle de... Alors, 4 romans, donc vous avez le droit de parler. Oui, bon. Toi, tu as le droit. Dénoncer, exerce son droit. Ou pas. Je sais pas, je pense que je ne suis pas non plus quelqu'un qui dérange volontiers. C'est pas je ne suis pas à l'aise dans ce rôle-là. Mais j'écris en plusieurs temps, à vrai dire. Et le premier temps, le temps de création, c'est purement intime et personnel. C'est quelque chose que je ne fais pas pour d'autres. C'est un moment où j'ai l'impression d'être reliée à toutes sortes. J'ai toujours un peu de mal à expliquer ce processus où j'ai l'impression d'être reliée à toutes sortes de choses. J'écris pour répondre à mes propres questions. Il se trouve que mes questions sont parfois complexes et dérangeantes. Voilà, c'est simplement ça. Et y compris pour moi-même, d'ailleurs. C'est rarement simple, c'est rarement clair. Donc, je cherche des réponses et tout d'un coup, j'ai envie d'écrire. Et ce temps de création est un temps intense de communion ou voilà, où je peux mettre en perspective, où je peux créer des mondes, des personnages, tout un univers voilà, qui n'existe pas tant que je ne l'ai pas écrit. C'est quand même un grand sentiment oui, enfin, c'est comme ça que je le vis, de puissance. Là, tout de suite, oui. Et après, j'ai d'autres temps d'écriture qui sont beaucoup plus posés. C'est toujours un fil très, très fragile entre le lâcher-prise et la maîtrise. J'essaye d'exister dans cet espace-là, d'entendre les temps de lâcher-prise et d'entendre les temps de maîtrise. C'est un exercice acrobatique, on va dire. Et si le résultat dérange, je peux l'entendre parce que parfois, même moi, ça me dérange. C'est comme ça. Déranger était pris dans le bon sens. Oui, mais j'ai bien compris. Les mentalités. J'ai tout à fait compris. C'est exactement ce que... Et c'est pour faire une analogie avec ce que je disais par rapport à l'histoire. Tous mes questionnements et mes tabous et mes doutes et mes peurs et tout ça aussi est vampirisé par le roman. Tout ce qui arrive, que ce soit l'information, les amis, voilà, tout ça, tout, la nature, tout ce qui... c'est une tempête, ça bouleverse tout. Et je le vis comme ça. Et après, oui, ça peut atteindre différemment d'autres personnes, mais ça, je le vis comme ça. Moi-même, quand on écrit de purs hommes sur ce sujet, on l'a abordé, c'est quand même bien pour amener le petit grain de sable qui, je reprends le mot, dérangera, fera peut-être évoluer un petit peu les mentalités, faire en sorte que votre contribution, vous le disiez un petit peu tout à l'heure. Oui, bon.
après que Emlé et Marc-Alexandre ont dit qu'ils ne sont pas provocateurs, bon, que moi je viens pour déranger. Peut-être que ma mère me regarde. Mais il se trouve que, en réalité, vraiment, ça dépend. C'est que c'est quasiment une question de ligne, hein, de phrase en phrase. L'intention n'est pas la même, l'intention poétique n'est pas la même. C'est que parfois, ça va jusqu'à ce détail-là. Je serais bien en peine aussi, comme Emlé, de décrire très précisément ce processus-là. Mais il se trouve que, oui, dans un seul texte, je crois qu'on n'a pas une seule intention et qu'on cherche plusieurs choses. Déranger parfois, se questionner soi, questionner les autres, chercher une langue. Je pense que tout ça passe dans le travail littéraire. Et il n'y a pas une seule fonction à laquelle je me restreins, une seule intention que j'ai. Il y en a plusieurs. Ça, c'est une question assez redoutable pour le pourquoi écrivez-vous. On l'a posé à plusieurs écrivains. Et finalement, je pense que je vais repartir vers ces écrivains-là parce que les réponses sont assez belles. Borges, pourquoi écrivez-vous? Pour moi, pour quelques amis et pour adoucir la fuite du temps. Valérie, pourquoi écrivez-vous? C'est radical pour lui, par faiblesse. On demande à Beckett, c'est là aussi, pourquoi écrivez-vous? Parce que je ne suis, même pas parce que je suis bon qu'à ça, il a dit bon qu'à ça. Voilà, c'est presque un langage inarticulé comme ça, pourquoi écrivez-vous? Bon qu'à ça. Donc, il y en a plusieurs autres comme ça qu'on pourrait citer. Et d'une certaine façon, je crois que c'est en rassemblant toutes ces réponses-là que j'arrive à formuler la mienne également. Pourquoi écrivez-vous? J'écris pour les raisons diverses qui font que tous les écrivains au monde écrivent. Voilà. On forme bien au Prytanée militaire de Dakar. C'est une façon de se défiler devant la question. Oui, c'est ça. C'est un peu ce que je voulais dire. La langue d'écriture, les uns et les autres, parlons un petit peu du travail. Et ce qui m'intéresse là, on est dans un monde française, on parle des auteurs qui écrivent en français. J'aimerais voir avec vous un petit peu le rôle que joue, je commence avec vous, Aimé, votre langue, le bassa, dans un de vos livres, vous donnez un petit lexique, où vous précisez les choses, la langue est là. Quel rôle joue-t-elle, cette langue, ou ces langues, s'il y en a plusieurs, derrière vous, qui sont un petit peu en fantôme? De temps en temps, elles sont présentes. Est-ce que vous la restreignez sa place? Vous lui donnez toute sa place? Est-ce qu'il y a un mélange? Quel rôle jouent les langues qui sont derrière la langue d'écriture, le français en l'occurrence? Elles sont nombreuses, les langues, et je suis absolument incapable de vous dire tel joue tel. C'est comme si vous me disiez quel rôle jouent vos oreilles par rapport à vos yeux, vos mains par rapport à vos pieds. Enfin, il y a là quelque chose d'intrinsèquement moi. Et je suis incapable de vous dire que c'est tel morceau de moi qui a inspiré ci ou ça. Vous voyez? Mais il y a peut-être des morceaux de phrases qui viennent de... Même pas. Ça ou non, même pas. Je veux dire, tout est très fluide, en tout cas pour moi. Tout est très fluide dans les diverses manières que j'ai d'habiter les langues que je parle ou les histoires que j'ai traversées. Il y a aucun conflit et toutes ces choses se nourrissent et se mélangent, peu importe que ça sorte en français. Je veux dire, ce français-là est chargé d'un tas de références, de choses, de mots. C'est pas du tout quelque chose que je conceptualise en disant, voilà, dans un sens, voilà, ça va être du bassa et ça va être du français ou autre chose. Non, non, pas du tout. Tout est très fluide pour moi. Il y a néanmoins, je crois, en tout cas, une volonté de faire passer les choses, de dire au lecteur un certain nombre d'informations. Publié dans certains livres, il y avait une carte, une généalogie, une volonté. Bon, didactique, ce serait sans doute trop dire et trop pesant, mais c'est important que vous sachiez ça. Oui, c'est-à-dire que c'est pas pour moi.
Enfin, moi, je sais. Oui, bien sûr. Et par exemple, quand j'ai écrit Les Maquisards, toute l'histoire se passe en Forêt-Bassa, il était impossible de ne pas poser l'endroit. Et la plupart des mots que je vais reprendre en expliquant, d'ailleurs, je l'explique par des phrases parce que tout simplement, je n'avais pas la traduction. Enfin, j'aurais pu la trouver, mais j'aurais trahi. Donc, je préfère mettre le mot et puis expliquer à la fin. Et ça appartenait à cette histoire-là, parce que c'est une histoire qui se passait dans un territoire particulier, dans une zone rurale, avec des personnes qui ne s'exprimaient qu'en ces langues-là. Et pourtant, cette histoire, je l'ai écrite en français sans souffrir une seconde. C'était totalement... Voilà, je me suis à aucun moment trouvée bloquée ou même interrogée par la langue avec laquelle j'écrivais l'histoire des bassins, où je romançais, où j'inscrivais dans un roman pluriel immense, historique, cette histoire complexe de mon pays. À aucun moment la langue ne m'a semblé problématique. Moi, je sais d'où je parle, je sais ce qui habite ce que j'écris, et maintenant, ça s'exprime en français, ça s'exprime en français. Voilà. Ouais, le Wolof, alors l'anglais, dans votre livre, est aussi présent d'une certaine façon. Il y a une présence de l'anglais qui n'est pas anodine, en tous les cas. Et oui, le Wolof, il joue un rôle, comment ça se passe chez vous? Alors, pour ma part aussi, comme Emily vient de le dire, c'est assez fluide. En tout cas, pendant très longtemps, je ne me suis pas posé cette question-là. Maintenant, je me la pose, pas parce que ça constitue des blocages, mais simplement, j'essaie d'être plus attentif au moment où je sais que dans cette phrase-là, c'est une des langues que je porte qui rejaillit. J'essaie un tout petit peu de repérer ces moments-là où il y a des surgissements comme ça de la langue de derrière, d'une certaine manière, ou des langues de derrière. Et de plus en plus, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais je pense que dans mes prochaines tentatives, je donnerai peut-être plus de place à l'apparition de ces langues-là. Et surtout, je suis de plus en plus intéressé par le fait de ne pas du tout les traduire, même s'il s'agit d'extraits qui sont pas longs, parce que là, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, des apparitions comme ça, à des moments donnés du texte, les laisser tel quel, en sérère, par exemple, qui est ma langue maternelle, ne rien traduire et faire confiance au texte, au lecteur et au contexte, pour qu'il y ait une sorte de compréhension qui se mette en place sans avoir besoin forcément de mettre une note de bas de page ou de recourir à tous les procédés pour faciliter un peu. Mais j'estime que, d'une certaine manière, il faut également que le livre s'écrive. Enfin, c'est pas qu'il faut, mais en tout cas, je suis intéressé personnellement de plus en plus par ces tentatives-là d'écrire avec toutes les langues et toutes les ressources des langues que je parle. Voilà. Après, je ne sais pas ce que ça donnera, ce serait une tentative. Donc, Alexandre, le jeu des langues, alors vous, c'est multiples langues, parce qu'il y a beaucoup de langues qui apparaissent. Et puis, il y a un phénomène qui joue beaucoup dans votre écriture. Ce sont, pour les deux derniers, des romans, mais avec une présence de la poésie extrêmement importante. Il suffit de feuilleter votre livre pour voir une typographie qui est tout à fait celle de la poésie et des passages, parfois des passages narratifs d'ailleurs, qui passent par la poésie. Cette écriture, vous venez de la poésie, vous l'avez expliqué, tous vos textes, les premiers textes publiés sont des recueils de poèmes. Ce passage de la poésie au roman, comment ça fonctionne chez vous? Comment votre laboratoire, vous dites là, je vais le raconter, ou un petit peu comme le disait Emily, ça vient naturellement? Alors, dans les deux romans, c'est venu assez naturellement, mais c'est l'histoire qui a commandé les choses ainsi. Dans le premier, mon narrateur écrivait des poèmes à une absente, et on ne peut pas parler d'amour sans poésie, à mon sens, en tout cas. Et comment on peut garder présente une absente? On ne peut pas le faire sans poésie. Donc, c'était absolument l'histoire elle-même, l'intrigue,
qui commandait la poésie dans ce premier roman. Et dans le deuxième, j'ai deux personnages, Yagui et Fodé, qui sont deux jeunes rappeurs, et RAP signifie Rhythm and Poetry. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est pas non plus moi qui décide. Mes personnages écrivent du rap, ils composent du rap, et ils sont dans cette tradition-là qu'un texte de rap signifie Rhythm and Poetry, et donc ils écrivent de la poésie. Et si je veux faire écouter leur musique, ben je passe par la poésie. Pour ces deux personnages, c'est assez évident finalement. Mais pour les autres aussi, vous avez recours à la poésie et ils ne sont pas ni slameurs, ni poètes. Mais ils écrivent tous. Mon narrateur a des velléités d'écriture. Oui. Il anime des ateliers d'écriture à un moment donné. Donc ils ont tous un rapport à l'écriture et à la fulgurance de l'écriture. Et fulgurance qui se lit, qui se vit, qui se vibre dans la poésie. Donc c'est l'histoire aussi qui commande finalement. Alors je pense qu'il commande la poésie qui peut se retrouver dans ce texte-là et les formes, à la fois, on parle de langue, mais aussi dans la forme, se retrouver dans le texte. C'est les histoires, les deux histoires qui commandent ça. Et après, je pense aussi que qu'il y a peut-être une manière d'être chez moi qui ne peut pas se départir de cette envie de poésie. Il me semble, et on le verra tout à l'heure. Je terminerai la rencontre avec un slam. Et un mot sur le rôle des langues, comme l'ont évoqué Emlé et Bougard. Les langues qui sont derrière, elles sont nombreuses, elles cognent à la porte. Comment ça se passe? Alors dans ce roman, oui, elles sont nombreuses, mais il y a du camp franglais parce que mon personnage est camerounais, il rentre au Cameroun, il y a une manière de parler au Cameroun qui est très particulière, et comme dans d'autres pays d'Afrique, mais le Cameroun a sa manière très particulière de mélanger une forme de créole qu'on appelle le pidgin, où on mélange le français, l'anglais, parfois des langues locales aussi. Et comme mon narrateur est camerounais et qu'il est rapatrié au Cameroun, il était impensable d'écrire un roman sans faire entendre cette musique-là. Et comme disait Bougard tout à l'heure, à un moment donné, le fait de ne pas les traduire non plus, il n'y a pas de lexique. J'ai eu la chance aussi, en plus, d'avoir une éditrice qui ne m'a absolument pas demandé de traduire quoi que ce soit. On a laissé les choses en tant que telles. Quand je dis « gars, tu bats quand ?» Alors, tu back quand, c'est tu rentres quand, mais il n'y a pas de traduction de ce que pourrait signifier. Et là, c'est parmi les choses les plus évidentes. Il y en a d'autres qui sont moins, qui sont vraiment du parler, du pays. Et si tu n'es pas camerounais, il faut faire confiance, un peu comme disait Bougard, au contexte pour comprendre et être dans la fluidité du texte, en fait. Et quand ma grand-mère parle à son... Enfin, ma grand-mère... Quand la grand-mère de mon narrateur lui parle, comme ma grand-mère me parlait parfois, elle lui parle en douala. Et alors, je sais que tout le monde ici comprend le douala, et c'est ça qui est merveilleux. Donc, on n'a pas besoin de traduire non plus, en fait. Donc, toutes les langues en présence dans ce roman-là, je les ai utilisées, mais parce que c'était absolument évident de les utiliser comme telles, puisque l'histoire le commandait, en fait. Dans le premier, ce n'était pas le cas. Dans le prochain, ce ne sera peut-être pas le cas non plus. Je pense que chaque texte commande une évidence et une manière de s'inscrire en lui. Alors, pour terminer cette rencontre, je me suis saisi de cet instrument, de cette tablette, parce que des questions ont été envoyées par des spectateurs, des téléspectateurs, et je les ai sous les yeux, pour certaines en tout cas. Je vois par exemple Zora au Maroc qui vous pose une question à tous les trois, parce que quel a été l'accueil de vos livres dans vos pays? Et j'en ajouterai une question connexe, est-ce que cet accueil est différent dans le pays, votre pays d'origine, et ici en France? Emlé, est-ce qu'on vous lit de la même façon? Sans doute pas, il y a forcément une adaptation, une adéquation. Lorsque vous parlez dans les maquisards de la guerre du Cameroun, j'imagine que les échos sont différents au Cameroun et en France. Quelle est la différence? Comment ça se passe, l'accueil de vos livres? De ce point de vue-là, j'ai beaucoup de chance parce que mes livres sont, que ce soit les maquisards ou Sidémé ou les Joviennes et Basses, pourtant je ne suis jamais dans des postures faciles, y compris pour les Camerounais. Mes personnages, ou en tout cas mes romans, sont relativement critiques par rapport à la société dans laquelle on vit. Mais j'ai la chance d'être non seulement très bien accueillie, mais en plus d'être lue par énormément de jeunes personnes
qui vont découvrir l'histoire du Cameroun en lisant les maquisards, qui vont revisiter ces années 2000 où le sida était une vraie catastrophe partout en Afrique, mais moi je parle précisément de la ville de Douala, ou ici avec les jours viennent et passent, qui vont revisiter cette histoire de Boko Haram ou la manière dont notre pays fonctionne finalement, racontée par ces personnages. Et je reviens à l'idée de ce que je disais tout à l'heure, c'est bon des livres qui parlent de soi. La littérature est plurielle, elle est ouverte, et je suis intrinsèquement d'accord. J'ai appris à lire avec des livres qui venaient d'ailleurs. Moi, je n'ai pas eu vos réticences par rapport aux livres imposés. Moi, les livres, on me les donnait, je les dévorais, peu importe le contexte. Donc, j'ai appris à lire en lisant tout ça. Et je pense que ce qui ressort des rencontres et des discussions qui ne sont jamais les mêmes qu'ici, qui sont toujours plus passionnées et plus... Oui, on est dans... oui, on est dans quelque chose de... Entre nous, là, il y a un truc là qui se passe qui est, voilà, qui recule pas, quoi. On sait de quoi on parle. Quand je décris la ville de Douala à Douala dans un de mes livres, ils savent très exactement où sont les coins et la discussion part de façon très... C'est un corps à corps, quoi. Et moi, j'adore ça. J'ai absolument besoin de ça. J'ai absolument besoin aussi que mes livres et reçoivent cet accueil et soient accueillis de cette manière. Et par cas Douala, je me rends compte aussi que si j'interviens à Abidjan ou à Dakar, j'ai aussi, ou à Brazzaville, j'ai aussi cette espèce de rapport immédiat avec les thématiques, avec les personnages, avec l'histoire, voilà. Ouais, alors j'imagine la lecture à Dakar, elle est différente. Ça ne doit pas plaire à tout le monde quand même. Non, c'est un accueil plutôt contrasté. Mais c'est un accueil qui continue en réalité. Ce livre a eu, celui-ci en particulier, parce que mes deux premiers textes ont été plutôt bien accueillis. Un peu partout, enfin à Dakar en tout cas, au Sénégal, qui est bien accueilli. Celui-là était plus problématique. C'est normal, il y a le sujet, et puis il y a le fait aussi que c'est le premier texte qui se passe au Sénégal, dont le décor, le théâtre est au Sénégal, dont les personnages sont au Sénégal, à l'intérieur de villes identifiables au Sénégal. Et je pense que là, je vais expérimenter ce fameux corps à corps, parce que d'une part, il y a des gens qui l'ont lu et qui... Il y a plusieurs réactions en réalité. Il y a une sorte parfois d'indifférence, c'est-à-dire on ne veut même pas commenter ce texte-là parce qu'il aborde un sujet qui ne nous intéresse pas. Il essaie de poser des questions qui pour nous ne sont pas des questions, donc on n'en parle pas. Certains en ont tout de même parlé, parfois de façon extrêmement critique. Donc, en réalité, bon, on ne voyait pas pourquoi est-ce que là, pour le coup, j'étais dans la posture du provocateur. Qui vient pour simplement foutre le bordel, et puis voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui l'ont lu avec un peu plus d'ouverture, voire de bienveillance, qui sans être tout à fait en accord. Ce que je trouve d'ailleurs très étrange, je leur dis qu'on ne peut pas être d'accord ou pas d'accord avec un roman. Ce sont des catégories de réception qui n'ont pas de pertinence avec un roman. Vous n'êtes pas être d'accord ou pas d'accord. L'histoire est là, l'intrigue est là, les personnages sont là, ils sont des miroirs, vous regardez et puis vous faites votre travail avec vous-même. Mais enfin, ce n'est pas aussi simple que ça, évidemment, et des gens, parfois, en sont venus. Mais en tout cas, j'ai pu faire une tournée au Sénégal pour en parler. Ce n'était pas du tout facile. Là, le corps à corps était presque physique. C'était pas du tout... mais là, il était presque vraiment... une rencontre comme ça avec à 3 mètres quelqu'un qui est là, tu vois, il faut que quand même tu fasses. Mais bon, enfin, j'essaie toujours de commencer mes interventions en pacifiant les choses, en commençant très poliment, saluant de façon très enrobée, puis en disant que voilà, l'important c'était quand même de réfléchir ensemble, de débattre, de discuter, de dialoguer. Fais-moi le fier. Oui, là, fais-moi le fier, tout simplement. Donc la réaction a été très différente pour ce texte-là, et je me rends compte que ça continue et que régulièrement des gens m'écrivent en off souvent pour me dire leurs sentiments de lecture.
Voilà. Marc-Alexandre, je voudrais que vous nous racontiez un petit peu la réaction avec les lecteurs vietnamiens. Comment les choses se sont passées? Parce que là, on n'est ni au Cameroun ni en France, on est encore dans un tiers pays et c'est intéressant. Comment ont-ils perçu le fait que vous, Camerounais, vivant en France, vous empariez d'un morceau de cette histoire qui leur appartient avant tout? Mais il y avait beaucoup d'étonnement, mais il y avait surtout la réaction de ma tante aussi, avant de parler de la réaction vietnamienne. Donc ma tante est camerounaise et pas vietnamienne, vous l'aurez compris. Ma tante qui m'a dit, mais parce que j'allais au Vietnam pour la commémoration de Dien Bien Phu et pour parler de ce roman et en faire une lecture, et qui m'a dit, mais c'est quand même incroyable, toi tu es camerounais et tu t'en vas réconcilier la France et le Vietnam avec son humour et sa manière de parler. Donc on a ri de ça. Mais finalement, quand je suis arrivé au Vietnam, c'était un peu ça. Il y avait beaucoup d'étonnement parce que les gens qui avaient lu mon nom n'avaient pas forcément conscience que j'étais camerounais. On va le dire comme ça pour ne pas réveiller Gauze et repartir dans une discussion qu'on a eue le week-end dernier. Et donc, il y avait cet étonnement. Et puis, il y avait aussi, moi, quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est que des anciens combattants français et vietnamiens se sont retrouvés dans ce texte. Et étaient étonnés que je sois aussi jeune par rapport à eux, parce que je ne suis plus jeune du tout, je suis un daron, je suis un vieux monsieur maintenant, mais par rapport à ces messieurs-là, ils ne s'attendaient pas à ce que j'ai l'âge que j'ai, en fait. Et ils étaient étonnés que je puisse parler de la guerre avec l'âge que j'ai. Et ce qui m'a ramené aussi à quelque chose que ma mère disait aussi beaucoup, c'est que finalement, tout ce dont on s'empare, toutes les histoires dont on s'empare, ne disent rien d'autre, en fait, que cette chose essentielle, c'est que nous sommes les mêmes. On peut parler au XVIIe siècle de guerre, on peut en parler au XXIe. Les guerres, finalement, ont les mêmes causes et les mêmes conséquences, en fait. Et on peut ne pas avoir vécu de guerre et en parler aussi, parce qu'on imagine ce qu'on pourrait perdre. Et on n'a pas besoin d'avoir été dans le maquis pour savoir ce qu'on aurait pu perdre, en fait. Et que si on s'attelle à raconter quelque chose de cette tragédie du monde, on n'a pas forcément besoin de l'avoir vécu pour être juste. Voilà. Et quand j'étais au Vietnam, je l'ai ressenti de manière très forte. Et avec ce texte-là aussi, Les Lumières d'Oujda, je le ressens de manière très forte parce que je parle de... Moi, je suis en exil depuis plus de 22 ans, mais c'est un exil qui est plus que confortable. Je suis arrivé ici, j'avais une tante qui m'accueillait, j'avais une maison, j'avais un toit, je suis venu pour des études, pour suivre le rêve de devenir écrivain. C'est absolument pas le même cas des jeunes dont je parle dans Les Lumières d'Oujda. Mais finalement, je suis parti aussi parce que j'avais un rêve. Et quand je parle de leur rêve à eux, je me sens légitime pour parler de leur rêve à eux. Je propose qu'on en reste là pour cet échange, parce qu'il y a déjà 1h30 que nous sommes ensemble. J'ai une annonce à faire par rapport aux prochaines rencontres qui auront lieu et qui seront organisées par l'Alliance française. D'abord, un nouveau cycle de rencontres va être inauguré avec la RATP. RATP ne fait pas que de la circulation de voyageurs. Le 15 octobre, il y aura une rencontre organisée avec la RATP et avec Daniel Pénac. Autre rencontre, et celle-ci nous concerne directement parce qu'elle s'inscrira dans la droite ligne des rencontres Je viens de loin, j'écris en français. Nous irons du côté de la Grèce et de la bande dessinée avec quelqu'un qui s'appelle Dimitri Mastouros et qui a écrit une bande dessinée sur un quartier d'Athènes très, très important qui s'appelle Exarcheia, si on traduit l'orange amère, la traduction française. Superbe bande dessinée, ça sera l'occasion d'aller encore dans un autre univers, l'univers de la Grèce. Si vous voulez plus de renseignements, plus de précisions, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de l'Alliance française, vous trouverez les renseignements précis. Merci justement à l'Alliance française, mais aussi aux instituts français qui ont relayé, à la Fondation Alliance française, qui ont relayé cette rencontre. Merci à vous tous d'être venus nous entendre, nous écouter. Merci bien évidemment surtout à vous trois. Vos livres sont sur la table de la librairie. Ils ne demandent qu'à être achetés, éventuellement signés et surtout lus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je voudrais que, pour terminer, nous entendions Marc-Alexandre et qu'il nous dise un slam qui clôturera la soirée.
Est-ce qu'on prend la question avant de la... Mais c'est difficile de prendre les questions, on pourra la prendre après. On la prendra après. Alors, je dis souvent aux étudiants que j'ai en face de moi qu'un livre, c'est aussi un instrument de musique. Et je vais jouer de mon livre pour clôturer. Tu attends de rêves encore. Tu es semence d'exil dans la démence du monde. Tu as fui la misère, la mort. Tu es Ulysse moderne dans le tonnerre qui gronde. Tu sais mieux que personne que les hommes sont en froid meurtrier avec eux-mêmes depuis des siècles et 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 des siècles de douleur commune. Tu marches même quand rien ne marche, tu marches même quand rien ne marche, tu marches même quand rien ne marche, tu marches même quand rien ne marche. Danse les étoiles filantes au creux de nos mains en fleurs généreuses. Demain n'existe pas, ou plutôt si demain est une mélodie bleue qui s'envole d'une maison sans toit, riade, habitée par les djinns que nous sommes. Nous sommes des ingouvernables, porteurs de poèmes et de rêves fragiles. Nous sommes des ingouvernables n'appartenant à aucune race, aucune classe, aucune caste, si ce n'est celle des femmes et des hommes de plein vent. Nous sommes des ingouvernables, compteurs de foudre, voleurs de feu, rallumeurs de flammes vitales pour les âmes. Nous sommes des ingouvernables. Et parfois on se demande pourquoi on part. Parce que la vie est Njinja, la vie est dure, la vie est caillou. Pourquoi on part? Parce qu'on a décidé de prendre notre aucune chance. Pourquoi on part? Parce que nous savons qui nous sommes. Nous avons soif de vivre et faim du monde. Pourquoi on part? Parce que nous roulons jeunesse, Arthur Rimbaud d'une époque opaque, livrée à elle-même et à ses démons intérieurs. Parce que nous avons dans nos cœurs insulaires des rêves plus grands que nous, des rêves plus grands que tout, des rêves qui nous tiennent debout dans le vent, nos pays et nous, des rêves qui nous gardent fous, alliés nos espoirs, déliés nos langues de feu. Pourquoi on part? Parce que nous avons des rêves qui donne plein sens à nos jours et parce que nous savons que la vie ne nous attendra pas. La vie n'attend jamais personne au tournant. La mort, si morsure violente parfois qui nous prend par surprise, nous prend tout ce que nous avons et n'avons pas, tout sauf ces rêves par milliers, séismes et sèves de nos existences brûlées à l'essence. Alors nous venons et nous tentons le tout pour le tout monde. Pourquoi on part? Pour ne plus die, pour ne plus cry, parce que l'espoir a fly, parce que Mbindi, l'horizon s'est couché, pour ne plus jamais se relever. On part à cause du principe d'Archimède, on part, oui, on part, parce que l'homme est appelé à partir toujours. On part par nécessité de bifurquer sur de nouvelles voies, sans violence, nouvelle vie, moins hardcore. On part pour esquisser des chemins nouveaux sur la mer et des pas de danse de côté tracés, des incertitudes, recharger nos crayons d'encre à éternité pour redessiner nos visages dans la nuit et apprendre à repeindre les murs des villages traversés aux couleurs du ciel. On part pour inverser le cours de l'histoire, renverser la peur, infléchir la politique des gouvernements du monde qui méprisent les misérables que nous sommes du nord au sud, de l'ouest à l'est, d'Éden qui n'existent pas. Pourquoi on part? Parce que la vie est dure, la vie est Njinja, la vie est caillou. Pourquoi on part? Parce que... Merci pour votre Merci à tous, bonne fin de soirée et bonne lecture.